à tous et bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique, mais pas que, de qualité dans une ambiance détendue. Et aujourd'hui, ladies and gentlemen, c'est déjà l'émission 80. 4 fois 20, 8 fois 10, 80. Voilà. Alors, je suis donc Pierre Landy. Je suis accompagné pour animer cette émission eh bien, de la délicieuse Lyndia Le Sauvage et de la fabuleuse Audrey Deléris. Lyndia, Audrey, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, parfaitement. On est ravis de se retrouver, ravis de recevoir Pauline. Et puis c'est bientôt Noël. Et moi, je vais très bien aussi, ravie de vous retrouver. Déjà 80, le temps passe si vite à vos côtés. On passe toujours de bons moments. Vous avez fait vos cadeaux, c'est bon? Pas tout à fait. Tout à Pas fait. tout à fait. Allez, il reste encore quelques jours. Tout va bien se passer. Alors aujourd'hui, on a l'immense joie d'accueillir Pauline Casanova qui va nous parler du recours à l'humour en matière de pub. Alors avant qu'on plonge dans le sujet, Pauline, comment vas-tu? Bonjour Pierre, bonjour Audrey et Linda. Écoute, je vais très bien et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je regarde souvent votre émission et je suis ravie d'y participer. Voilà, Voilà, alors tu es merci pour passé cette de l'autre invitation. côté du miroir. De l'autre côté, absolument. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet, si tu veux bien, Pauline. Une question qu'on aime poser à tous nos invités lorsqu'ils viennent sur le plateau de Legal Club Sandwich, c'est le message que tu voudrais faire passer aujourd'hui. Alors, le message que j'aimerais faire passer, c'est de dire que dans le cadre d'un message publicitaire, le recours à l'humour, aussi sexy soit-il, comporte des risques. Et donc, on ne peut pas rire de tout. Et il faut avoir en tête, côté annonceur, que le rire ne peut pas tout légitimer. D'accord, alors on va Voilà, voir jusqu'où on peut aller un ensemble, message. on va en parler. Mais Absolument. avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter et puis aussi nous parler du cabinet Avard Duclos et Associés, son activité dont tu viens? Oui, bien sûr. Donc, je suis donc Pauline Casanova, je suis avocate depuis 10 ans en droit de la propriété intellectuelle et j'exerce au sein donc du cabinet Allard Duclos et Associés que nous avons co-créé avec Sophie Allard Duclos et Constance Percevaux il y a 2 ans maintenant. Et c'est un cabinet qui est tout entier dédié au droit de la propriété intellectuelle et à ces questions connexes de concurrence déloyale, concurrence parasitaire. Donc vraiment, on ne fait que ça. Et on a une activité qui est à la fois contentieuse et on intervient aussi, enfin, on fait pas mal de conseils pour nos clients. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est parfois amené à apprécier un certain nombre de projets publicitaires qui nous sont soumis pour validation par nos clients. On a une clientèle qui est assez variée, mais qui intervient principalement dans les domaines du luxe, de la télécommunication, de l'agroalimentaire. Voilà, autant de sociétés françaises que de sociétés étrangères. Voilà pour notre activité. Pour les plus fidèles auditeurs de Legal Club Sandwich, on avait d'ailleurs reçu Sophie Avard Duclos qui était venue nous parler de la fabuleuse aventure de lancer, de monter son cabinet Création, ouais. avec voilà et de comment on crée un cabinet. Et pour le petit Easter egg, j'ai fait tout mon droit il y a bien longtemps avec Sophie Avard Duclos. Nous avons fait la fac ensemble. Voilà, ceci ne nous rajeunit pas. Eh bien, Alors justement, Pauline, on va reprendre le cours parce que sinon Pierre va nous raconter son enfance avec Sophie. On va reprendre le cours de l'histoire. Tu vas nous parler d'humour aujourd'hui en matière de pub. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il faut entendre par pub déjà, dans un premier temps? Oui, bien sûr. Alors, la publicité, en fait, c'est une notion qui est définie dans les textes et qui est définie super largement. Ce qu'on entend par publicité, ça va être toute forme de communication qui vise à promouvoir des biens ou des services. Et cette publicité, en fait, elle peut être sous des formes les plus diverses et variées. Alors, je ne sais pas si vous si vous êtes déplacé, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes allé au bureau ce matin, mais en venant, en écoutant la radio, en prenant le métro, les transports en commun, vous avez vu, vous avez entendu un certain nombre de messages publicitaires
voilà, dans les abribus, sur les panneaux de co, à la radio, dans le métro, tout ça. Donc ça va être toute forme de communication qui, dans ce contexte-là, dans le contexte d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, va promouvoir des biens ou des services. Et du coup, est-ce qu'il existe un droit à l'humour de manière générale dans le domaine publicitaire en particulier? Alors, un droit à l'humour en tant que tel, non. Il n'y a pas de droit à l'humour. Maintenant, on sait que l'humour, sous ses diverses formes, alors là, ça peut être la satire, la parodie, l'ironie, relève de l'exercice du droit à la liberté d'expression. Et ça, c'est un droit évidemment fondamental qui est protégé par la CEDH, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, l'humour va relever de ce droit à la liberté d'expression, mais n'est pas pour autant un droit absolu. Et donc, il va y avoir un certain nombre de limites qu'il va falloir respecter dans le cadre de cet humour. En fait, dans la publicité, on voit bien l'intérêt de recourir à cet humour. En fait, c'est un outil marketing très efficace. Pourquoi? Parce que les annonceurs, quand vous allez faire une publicité rigolote, vous allez interpeller, vous allez marquer un peu l'esprit du consommateur et vous allez, d'une certaine façon, associer et créer en fait un transfert de ce que le consommateur va percevoir comme rigolo sur les caractéristiques des biens ou du service qui sont promus. Donc, c'est effectivement un outil marketing très efficace auquel les annonceurs ont envie de recourir souvent. Donc, non, pas de droit à l'humour en tant que tel, mais effectivement, une manifestation d'un droit à la liberté d'expression qu'il faudra donc concilier avec d'autres impératifs, d'autres droits. Donc, comme tu le disais, Pauline, et ça, c'est vrai qu'on le sait, on le voit tous, l'humour, c'est vraiment un véritable outil marketing et on peut tous en bénéficier. Mais on peut pas rire de tout. Donc, il y a vraiment des limites. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Oui, on ne peut pas rire de tout. Alors ça, c'est vraiment peut-être le message à garder pour aujourd'hui. C'est attention, on ne peut pas rire de tout. C'est très tentant, mais non. Vous avez des restrictions juridiques qui sont nombreuses et qui vont venir encadrer ce que l'on peut dire, ce que l'on peut suggérer, à commencer par bah, le respect des droits des individus, à commencer par l'interdiction de discrimination ou de stéréotypes qui seraient offensants. Vous avez évidemment, en tant qu'annonceur, une obligation de ne pas dénigrer, de ne pas humilier des personnes ou des catégories de personnes en raison, par exemple, de leur genre ou de leur handicap. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez vous inscrire dans le cadre d'une publicité licite et ne pas adopter ou encourager bah, une attitude qui serait discriminatoire, un humour qui serait un humour sexiste ou machiste, est par exemple tout à fait défendu. Et à côté de cela, parmi toutes ces restrictions, vous avez aussi le droit des titulaires, les droits de propriété intellectuelle en fait. Donc les titulaires sont en mesure d'opposer leurs droits exclusifs et de les faire valoir à l'encontre d'une publicité qui porterait atteinte à leurs droits exclusifs. Alors, vous avez une exception en matière de droit d'auteur. Il existe l'exception de parodie mais qui va s'appliquer dans des conditions un peu strictes, en fait. On va vous permettre d'évoquer une œuvre protégée par le droit d'auteur euh, dès lors que vous avez un message qui est l'expression ou qui manifeste une forme d'humour ou de raillerie, ce sera possible, mais ça n'est que en droit d'auteur et c'est apprécié de manière très concrète par les tribunaux. Et cette exception n'existe pas pour les autres droits de la propriété intellectuelle, en tout cas pas dans un contexte publicitaire et commercial. Et donc, voilà, il faut faire très attention de ne pas avoir de messages publicitaires qui pourraient tomber
sous le coup de l'une de ces restrictions ou de l'un de ces droits de tiers. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas, en tant qu'annonceur, viser la marque d'un tiers. Et c'est notamment le cas des publicités comparatives, où l'on voit que vous pouvez, en tant qu'annonceur, identifier un tiers. Juste pour revenir sur cette histoire de parodie, donc ce que tu dis, c'est que l'exception de parodie, en fait, donc c'est dans le droit d'auteur, mais on peut pas l'utiliser pour la pub. C'est- Alors, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tout à fait exclue dans le domaine publicitaire, simplement, ça fera partie, le contexte et l'environnement dans lequel l'œuvre parodiée est exploitée va être prise en considération dans le cadre de l'appréciation de la contrefaçon qui serait alléguée. Donc, elle n'est pas exclue, mais ce sera un élément qui sera pris en compte. Ça n'est pas la même chose, si vous voulez, de revendiquer l'exception de parodie dans un contexte où vous allez justifier d'un message informatif ou à des fins de critique ou à des fins polémiques, et un message qui serait strictement publicitaire et qui ne viendrait servir que la promotion des biens ou des services. C'est une exception qui est très très souvent, comme c'est une exception légale, invoquée en défense par celles et ceux qui sont accusés ou assignés sur le fondement d'actes de contrefaçon de droit d'auteur. C'est un moyen de défense efficace, mais qui n'est pas si facile que ça à actionner. Ouais, tout ça, ça peut vite devenir très subjectif finalement, et tu joues un peu avec le feu quand Absolument. tu vas sur ce terrain-là. Absolument, appréciation très concrète en fonction de l'ensemble des circonstances. On tient compte de tout et effectivement le contexte publicitaire, le contexte commercial est l'un des éléments qui sera pris en compte. Ouais. Alors, je continue dans mes questions parce que moi, c'est un sujet que j'adore et j'avais travaillé notamment à Disneyland Paris dans le début de ma carrière où j'ai travaillé sur énormément de publicité avec le département marketing et publicité. Et c'est des gens qui ont, comment te dire, une créativité sans borne et qui veulent te pousser en tant que juriste à dire oui ou à tout valider. Et quelque chose qui a résonné dans ce que tu as dit pour moi, c'est la publicité comparative. Est-ce que tu peux un petit peu nous repréciser pour nous ici et puis pour nos auditeurs ce que tu entends par publicité comparative? Ouais, bien sûr. Alors, la publicité comparative, c'est, comme son nom l'indique, une publicité qui va venir comparer euh, au moyen. Enfin, en fait, c'est une publicité qui compare des biens ou des services, mais en identifiant le concurrent de manière explicite ou implicite, ou bien qui va venir identifier les produits ou les services du concurrent. Et cette publicité comparative, elle a été introduite relativement, ouais, assez récemment en France sous l'influence européenne. Elle est aujourd'hui, enfin, le principe de sa licéité est aujourd'hui inscrit dans le code de la consommation et pendant très longtemps, elle était interdite. Donc, c'est vrai que nous, Français, la publicité comparative pour un consommateur, pour un citoyen français, ça interpelle, hein, ça interpelle, ça marque. Et on voit, il y a beaucoup d'annonceurs qui aujourd'hui en France recourent à cette forme de publicité. Et c'est notamment dans le cadre de ces publicités comparatives que bah, le recours à l'humour est particulièrement présent. Parce que vous allez pouvoir, alors évidemment, il faut rester dans les clous de la publicité comparative licite. Vous avez un certain nombre de conditions à respecter, à commencer par bah, comparant ce qui est comparable. Donc, évidemment que vous allez devoir comparer des produits ou des services qui vont répondre à un même besoin, poursuivre un même objectif, et la comparaison que vous devez faire enfin, doit toujours être objective et reposer sur des critères qui vont être bah, objectivement vérifiables, pertinents, essentiels. Bon. Et cette publicité comparative, elle se limite pas à ce qu'on entend de manière un peu traditionnelle, les chariots comparatifs que l'on voit, notamment, qui sont beaucoup exploités
dans le cadre de publicité mise en œuvre par les grandes surfaces. En fait, la publicité comparative, c'est peut-être, j'ai un exemple là sous les yeux, c'est notamment ça, la publicité comparative. C'est Casino qui promeut sa pâte à tartiner en mettant le pot de Nutella de la marque Ferrero tout à côté et en mettant euh, en avant que sa pâte à tartiner ne présente pas d'huile de palme et a autant de noisettes et de cacao que Nutella qui, lui, euh, contient de l'huile de palme. C'est encore ça, une publicité comparative. Deux paquets de café qui sont présentés. Vous avez d'un côté carte noire et de l'autre un café Lidl avec leurs prix respectifs. Donc évidemment, Lidl est quasiment deux fois moins cher que carte noire et un slogan qui vous dit deux j'aime, mais pas au même prix. Voilà. Donc, les publicités comparatives, aujourd'hui, on en voit vraiment beaucoup et beaucoup ont une tonalité humoristique assez certaine. Je vous montre un dernier exemple qui est intéressant. Chauffeur privé qui vise son concurrent Uber et qui, vous voyez une légende qui vous dit comptez pour d'Uber, donc en faisant un jeu de mots avec comptez pour d'Uber. Et le slogan, c'est chez chauffeur privé, gagner des courses grâce au programme de fidélité. Et vous avez ce personnage qui a une mine un peu déconfite et qui vous dit compter pour d'Uber, sous-entendu que Uber n'aurait pas de programme de fidélité, en tout cas similaire à celui que chauffeur privé propose à ses clients. Donc voilà, la publicité comparative en France, relativement récente, principe de licéité, mais attention évidemment, parce que quand vous comparez, va toujours falloir veiller à ne pas créer des risques de confusion avec le concurrent qui est visé, laisser entendre enfin, ou profiter de la notoriété du concurrent. Et je vois ton chat, Linda. Là aussi, On ce fait sera de une l'humour au appréciation. Legal Club Sandwich. Où on On a, t'a C'est pas ça. prévenu, Pauline, oui, que parfois il y a des invités inattendus. Il y a le chien de Pierre, le et qui chat de va, Mika. il y a le chat de l'India, enfin bon, il y a parfois le mari d'Audrey, enfin bon, voilà. Je l'ai mis à l'écran. Il sera Donc ravi de voilà, lui dire du coup. Ça brille, Pauline. Mais en fait, c'est vrai que c'est assez récent et comparé aux États-Unis, on est des petits joueurs. On est vraiment les des. tout petits joueurs, je pense que tu as en tête les pubs Pepsi et Coca-Cola qui sont complètement dingues, aussi des publicités d'équipementiers sportifs qui sont, pour un consommateur français, presque choquantes. On se dit, mais c'est possible de faire ça? C'est un peu dingo, quoi. Ouais, parce que nous, c'est vraiment là pour le coup, on parlait de subjectivité tout à l'heure. Là, c'est vraiment objectif. La publicité comparative, il faut vraiment deux paquets de café, le même poids, tu vois, enfin voilà, ça doit vraiment être très, très objectif. Ouais. Mais alors aux États-Unis, Qui n'empêche pas l'humour, qui n'empêche pas l'humour, mais en tout cas, ce que tu compares doit relever d'une comparaison objective. Donc, tu vas pas pouvoir comparer le goût, par exemple. Peut-être c'est trop subjectif, en fait. La qualité gustative d'un produit, bon, bah, t'aimes peut-être la pâte à tartiner, moi pas, par exemple. Bon, voilà, ça n'est pas tout ce qui relève d'une appréciation subjective ou insuffisamment objective va pas pouvoir entrer dans le cadre de cette publicité bon alors, du comparative. coup, Lindia et Audrey, notre 4 par 3 là, qu'on voulait mettre dans tout Paris, Legal Club Sandwich, le meilleur podcast comparé à tous les autres podcasts français sur le thème juridique, on va peut-être éviter. Ça m'a l'air très subjectif quand même, même si c'est vrai, ça m'a l'air un peu subjectif. C'est ça. Et assurément, ça pourrait être vérifié auprès d'un panel très large. Mais non, les superlatifs, c'est une autre forme de comparaison aussi. Tu as raison, ton exemple est hyper bon. Quand tu dis je suis le meilleur, je suis le plus grand, le plus fort, tu utilises un superlatif qui te place dans une situation de comparaison qui peut constituer une publicité comparative illicite si les conditions ne sont pas respectées. Et il y a un contentieux super abondant aujourd'hui, hein. C'est vraiment, ça occupe beaucoup de nos dossiers. Alors justement, Pauline, nous, on aimerait entendre un exemple récent
de pubs comparatives illicites. Est-ce que tu peux nous en citer un? Ouais, je peux vous en citer un tout à fait, et un qui, je pense que vous l'avez toutes et tous vu, puisqu'il y a eu une campagne massive. C'était une campagne qui s'est appelée Merci Syndic. Et je vous ai pris un exemple ici. Et pour les auditeurs, je vais vous décrire. Donc, c'est une publicité. Merci Syndic pour l'ascenseur en panne. J'ai des cuisses en béton. Et vous voyez en dessous une statue à l'évidence d'une Il faut que personne tu baisses un dont la peu, Pauline, pour ceux qui musculature. nous regardent en vidéo. Voilà, super, on voit bien Ouais. l'exemple. Voilà. Donc, vous Merci. voyez cette statue d'un homme à la musculature saillante et ce message qui vous dit remerciez votre syndic pour de bon, votez M à la prochaine AG. Et donc, c'était un dossier dans lequel, enfin, une affaire dans laquelle la profession de syndic professionnel s'était un peu émue de cette campagne qui, encore une fois, avait été assez largement diffusée. Parce que cette campagne avait, sous couvert d'humour, en fait, dénoncé une multitude de manquements qui étaient imputés aux syndics professionnels un peu classiques, à savoir un délai de réaction un peu long, oui, un manquement un manque de réactivité pour l'essentiel, un manque de sérieux. Euh, et la défense constituée dans ce dossier à dire non mais attendez, je n'ai fait que m'inscrire dans le cadre d'une publicité comparative licite et je n'ai pas, ça n'est pas du dénigrement, en fait, c'est de l'humour. Donc, c'est drôle, quoi. Regarde. Et c'est vrai que c'était drôle, mais ça suffit pas d'être drôle. Il faut encore remplir les conditions, si tu veux, d'une publicité comparative licite. Et la Cour d'appel de Paris, c'est donc un arrêt qui a là quelques mois, 2024, vous dit, bah, sous couvert d'humour, tu ne peux pas tout faire. Et donc, cette campagne est dénigrante. Et l'humour ne constitue pas une circonstance atténuante. Et c'est vraiment ça, en fait. Donc, ça va être, cet exemple, c'est une super illustration de ce qu'il va y avoir, une appréciation très concrète, si tu veux, des droits en présence, avec l'annonceur qui va dire, bah, j'ai le droit de faire l'humour et de mettre en avant des manquements qui sont traditionnellement admis. On peut tous comprendre que parfois les syndics, ou on a tous été confrontés à des syndics qui manquaient un peu de réactivité. Et donc, voilà, c'est un exemple récent Et alors, pour juste pour répondre à ta question. comprendre, Pauline, est-ce que cette publicité a été retirée par la suite ou pas? Oui, elle a été retirée par la suite, elle a été sanctionnée, ouais. D'accord, d'accord. Et ça, Et on va pouvoir, on peut parler tout à fait, on peut parler, oui, des différentes sanctions. Alors, il y a différentes oui, juste. qualifications d'abord, si tu veux. Ta publicité, la publicité pourrait tomber sous le coup d'une contrefaçon d'actes donc une publicité qui ne serait pas une publicité comparative licite, ça peut caractériser un acte de concurrence déloyale par dénigrement, ça peut être une publicité trompeuse, ça peut caractériser une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle des tiers, et une fois que ces qualifications sont établies et reconnues, il y a un certain nombre de sanctions qui peuvent s'appliquer et qui sont de différents ordres. Et justement, Pauline, c'est Euh, quoi les risques encourus pour justement une publicité illicite qui respecte pas justement ce cadre que tu viens de décrire? ouais, alors, tu as différents plans, en fait. D'abord, sur le terrain disciplinaire, vous avez le jury de déontologie publicitaire qui existe. C'est un organisme d'intérêt général qui ne va pas avoir pour mission d'appliquer les lois. Lui, il va simplement traiter les plaintes qui sont déposées par les particuliers à l'encontre de publicité. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, en tant que personne,
être interpellé, choqué par une publicité que vous voyez dans la rue et déposer en ligne une plainte auprès du JDP qui va instruire cette plainte et, trancher le point de savoir si cette plainte est conforme aux principes déontologiques, aux règles professionnelles et qui va rendre des avis. Ces avis, alors, il y a pas de sanction en tant que tel, mais ce sont des avis qui sont publics et des avis qui sont publiés sur le site Internet. Donc, c'est quand même un peu embêtant pour un annonceur de voir sa publicité reconnue comme caractérisant, par exemple, une publicité dont le contenu serait sexiste, machiste, dénigrant. Voilà. Donc, ça, c'est sur le terrain disciplinaire. Et après, pour répondre à ta question, Audrey, tu as évidemment la responsabilité civile qui s'applique. Cette responsabilité civile, il va y avoir des mesures de cessation, donc de retrait de la publicité litigieuse. Ça peut être super contraignant, c'est souvent sous astreinte. Quand vous avez une campagne pub massive, vous imaginez bien que c'est quand même une sanction très lourde, donc une cessation forcée de la publicité litigieuse, une réparation du préjudice, donc avec l'octroi de dommages et intérêts, et souvent des mesures de publication de la décision qui vient condamner. Et enfin, le terrain pénal, vous risquez une peine d'emprisonnement et une amende qui peut atteindre des montants très importants. Voilà, donc c'est vraiment ces trois, oui, c'est les risques sur ces trois plans-là. Et on voit que le JDP, donc le jury de déontologie publicitaire, est très, très actif. Il est très régulièrement saisi. Et si vous avez envie de faire un tour, les avis sont donc tous disponibles en ligne. Et c'est assez rigolo de voir Et, dans quels termes certaines pubs sont condamnées, quoi. Enfin, condamnées, ou en tout cas jugées non conformes aux principes déontaux. et Ouais. concrètement, pour nos auditeurs, parce que tu sais, souvent on recommande aux juristes d'avoir la théorie du risque et la likelihood, à quel point le risque va se matérialiser dans la vraie vie. Les condamnations pénales, Ouais. ça arrive souvent? Ou ça, c'est plus Non, rare? non, c'est moins fréquent. C'est moins C'est fréquent. moins fréquent. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Mais par contre, effectivement, le Mais vrai ça risque existe. pour une entreprise, c'est de se faire retirer tous tes 4 par 3, tous tes flyers imprimés. C'est ça. Ça T'imagines devient vite l'enfer. Ouais. Et très souvent, c'est des mesures de cessation qui sont prononcées sous astreinte. Donc, tu as intérêt, tu vois, à mettre en œuvre un retrait efficace. Et voilà, non, ça comporte des risques juridiques qui sont qui peuvent être considérables. Ouais. Bon, écoute, c'est super, Pauline. On a plein de questions encore à te poser. Plein de questions. Mais c'est le moment pour toi de reprendre ton souffle, boire un petit coup pendant que nous allons avoir notre moment, vous le savez, nos chroniques. Je ne sais plus qui commence. Je bug. C'est Audrey, moi, Pierre. Et Audrey. C'est Audrey qui commence avec sa chronique minutée. Et je lance son jingle et je il est lance mon en terrible. même temps. C'est un running gag. Il faut avoir écouté les 80 précédents épisodes pour comprendre ce petit jeu entre nous trois sur la durée des chroniques, mais qui sont toujours tout aussi passionnantes. Et Audrey, voilà ton jingle. Gap Fever. Merci Pierre, j'ai bien compris qu'il fallait que voilà, je vais un peu vite, mais pas trop non plus, pour cette dernière chronique de la saison. Donc avant de plonger dans les festivités de fin d'année, on va parler aussi d'humour, mais cette fois-ci dans le recrutement, et plus particulièrement comment l'humour peut être un atout dans le recrutement des juristes et avocats, tant pour les recruteurs que pour les candidats. Parce que oui, même dans le cadre professionnel du droit, un peu de légèreté peut vraiment changer la donne, et je vous propose donc quelques conseils pratiques pour aborder l'entretien de manière plus détendue, tout en restant pro et fidèle à soi-même. Alors, quand on pense à entretien de recrutement, on imagine souvent un moment stressant où chaque mot, chaque geste est scruté.
Mais l'objectif d'un recruteur ne doit pas être de mener un interrogatoire. Le véritable enjeu, c'est de créer une atmosphère de confiance, un climat où le candidat se sent à l'aise pour se livrer et montrer qui il est réellement. Et comme le disait notre dernière invitée de la précédente émission, Kitrit Pelleport, donc directrice juridique du groupe Prono, elle, quand elle fait passer des entretiens, elle pose des questions au début, un peu humoristiques, pour casser un petit peu les codes, pour détendre le candidat. Et je pense que c'est un excellent conseil. Donc, côté recruteur, il faut vraiment faire attention à ça. Parce qu'un entretien, c'est pas seulement une question de compétences techniques, c'est aussi savoir si le feeling passe. Je vois que Pierre, que tu es super content que je dise ça, mais on est tous d'accord là-dessus. C'est aussi une question de feeling. Est-ce qu'on va pouvoir travailler avec cette personne? Est-ce qu'on a envie de travailler avec cette personne? Est-ce que cette personne, elle va bien s'intégrer dans l'équipe, dans l'entreprise? Donc, un entretien, c'est avant tout un moment d'échange. Il faut que le recruteur, il arrive à détendre l'atmosphère pour que le candidat, il puisse se montrer sous son vrai jour. Et pour cela, l'humour, ça peut être un excellent levier. Et ça, c'est vraiment au rôle de recruteur aussi d'avoir ça en tête. Donc, le meilleur moyen pour qu'un candidat il se livre, c'est qu'il soit détendu et qu'il se sente à l'aise dans un climat de confiance. Pour cela, l'humour, s'il est bien dosé, peut être un excellent moyen d'abaisser la pression et même de créer un moment de complicité. Donc, il ne s'agit pas de transformer l'entretien en spectacle ou de se livrer à un one-man show, mais simplement de rendre l'échange beaucoup plus humain. Et les recruteurs, comme je le disais juste avant, ils peuvent vraiment, on peut, parce que je suis aussi recruteuse, voilà, avoir un rôle clé en introduisant un peu de légèreté dans nos questions et en ponctuant l'entretien de remarques un peu plus sympas que d'habitude et qui détendent l'atmosphère. Ça permet de sortir du cadre parfois un peu trop formel de l'entretien et donner à l'opportunité au candidat de répondre plus spontanément, d'être aussi plus authentique. Côté candidat, le conseil, il est simple, c'est vraiment de rester vous-même. Donc, pas besoin non plus de changer votre personnalité ou de de jouer, pardon, à l'humoriste si ce n'est pas dans votre nature. L'humour, comme dans la vie professionnelle en général, c'est un excellent moyen de se connecter à l'autre, mais il doit toujours rester authentique, encore une fois, et naturel. Donc, si vous êtes plutôt réservé, il est inutile de forcer ce trait de caractère que vous ne maîtrisez pas. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'humour ou si vous préférez rester sur un ton beaucoup plus sobre, aucune raison de surjouer. C'est d'ailleurs un échec assuré. J'ai déjà vu très honnêtement et c'est pas très agréable pour personne. Donc le but, voilà, ce n'est pas d'être quelqu'un d'autre, mais d'être dans un échange sincère où chacun peut montrer sa personnalité encore une fois, tout en restant professionnel. Donc l'humour peut certes apporter une touche de convivialité, mais ça ne doit pas prendre le dessus. Il faut vraiment vérifier et veiller, pardon, à ce qu'il ne détourne pas l'attention du but principal de l'entretien, qui quand même est de comprendre les compétences et la motivation du candidat, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, et déterminer si le match peut se faire. En conclusion, que vous soyez recruteur ou candidat, l'humour doit être utilisé avec parcimonie, mais de manière stratégique. Il peut alléger de l'atmosphère, permettre à chacun de se sentir plus à l'aise, de passer un bon moment, de créer du lien, tout en restant pro, évidemment. Ça, c'est Lindia, c'est pas toi qui vas me dire le contraire aussi. Et l'idée, c'est de rendre l'entretien plus fluide, plus humain, de passer un bon moment, tout en restant soi-même. Et pour clore cette chronique, ce sera ma dernière situation de l'année, parce que oui, j'aime bien les citations. Cette fois-ci, j'ai choisi Pierre Desproges, qui a dit: l'humour est une manière sérieuse de ne pas se prendre au sérieux. Donc, car en recrutement, un peu de légèreté permet de mieux se connaître, de créer un échange plus authentique tout en restant pleinement professionnel. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouvera peut-être l'année prochaine pour de nouvelles chroniques. Le suspense est à son comble et je laisse la parole à Linda. Merci, merci Audrey. C'est une masterclass de chronique que tu viens de nous faire. Je n'ai rien à dire. Bravo. Et tellement, tellement vrai dans chaque point que tu as abordé. Donc, et d'ailleurs, l'humour dans les entretiens, mais aussi de manière générale dans un meeting un peu tendu, si vous avez pour détendre l'atmosphère, etc. Voilà, ça peut faire redescendre la pression. Ne dévoile pas mon sujet, Ah, mais je Pierre-Louis. savais pas que tu allais dire des choses pareilles. Pardon, pardon, Lindia. Eh bien, écoute, je me tais de ce pas et j'envoie ton jingle. Alors, merci Pierre pour cette transition et dans la lignée d'Audrey. Aujourd'hui, on parle évidemment d'humour, vous l'aurez compris, dans votre communication professionnelle, sujet évidemment délicat. Alors, il peut être un levier puissant, Audrey, tu l'as dit, mais aussi un piège redoutable, Pierre. Bien utilisé, il rapproche, désamorce les tensions et capte l'attention. Mal dosé,
il peut détourner du message ou pire, froisser votre interlocuteur. Alors, comment savoir si l'humour est votre meilleur allié ou votre pire ennemi? Première partie, l'humour, c'est un allié pour créer du lien. Et il a cette capacité unique, il casse les barrières, il crée un lien rapide avec son audience. Et dans un environnement pro, une petite touche d'humour peut détendre une atmosphère tendue, maître Pierre Landy, ou rendre un sujet complexe plus accessible. On va prendre un exemple concret, puisque Audrey me le demande. Lors d'une présentation en interne, un directeur juridique commence par: j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que cette présentation est courte. La mauvaise, Pauline, c'est qu'elle est sur la réforme fiscale. Résultat, l'audience sourit, l'attention est captée et le climat est léger. Le climat est léger, même sur un sujet un peu aride. Alors, l'humour humanise le discours et montre aussi que vous êtes accessible. Mais attention, cela fonctionne si l'humour reste subtil et respectueux, bien évidemment. On va voir les pièges tout de suite. Le revers de la médaille, l'humour, ça peut devenir un ennemi quand il est mal calibré ou mal perçu. Toujours dans notre contexte professionnel, les blagues qui tombent à plat, qui touchent à des sujets sensibles comme la diversité, les croyances ou les émotions personnelles, ça peut provoquer un malaise. Imaginez un manager qui, face à une équipe épuisée par une surcharge de travail, lance: alors, prêt pour une autre nuit blanche? Vous adorez ça, non? Ce qui est censé être une blague passe pour du sarcasme ou un manque d'empathie. Oui, Audrey, je vois ton visage dépité. Dans le doute, évidemment, abstenez-vous. L'humour est un terrain glissant lorsqu'il s'agit de contextes stressants ou formels, comme des audiences, des négociations ou des entretiens d'évaluation. Alors, comment l'utiliser à bon escient? Audrey me demande dans l'oreillette 4 points. OK. Alors, connaître son audience. Ce qui fait rire vos collègues peut être mal perçu par un client ou un supérieur hiérarchique. Prenez le temps, évidemment, d'adapter votre ton à votre public. Deuxième point, restez dans le léger. Les blagues sur des situations professionnelles anodines ou des références culturelles légères fonctionnent bien. Évitez les sujets polémiques ou les plaisanteries qui stigmatisent. Troisièmement, ne pas en abuser. Une touche d'humour ponctuelle suffit. Si vous enchaînez les blagues, votre message risque de perdre vraiment en crédibilité. Quatrième point, Audrey, l'autodérision, c'est évidemment votre meilleur allié. Rire de soi montre de l'humilité et de l'humanité. Par exemple, je vais essayer de faire simple, mais vous savez que j'ai du mal avec les PowerPoint. Cela fait sourire et détend sans viser qui que ce soit. Alors l'humour, enfin, ça peut être un outil stratégique. C'est un levier. Des leaders comme Richard Branson ou Elon Musk l'utilisent pour marquer leur singularité ou humaniser aussi leur image. Mais on va rester dans notre cher pays. Alors que la pression monte autour d'une future censure qui pourrait toucher son gouvernement, Michel Barnier, en novembre dernier, s'en est sorti par une boutade lors de son discours au Congrès des maires, reprenant une expression de David Lisnard, président de l'Association des maires de France, qui ne voulait pas que les collectivités soient flattées au Congrès, tapées au budget. Le Premier ministre s'est amusé de sa situation. Il n'y a aucune chance que je sois flatté au budget. Je vous remercie de ne pas trop me taper au Congrès, a-t-il lancé. Il poursuit: j'ai dit d'emblée que si je peux être utile dans le temps qui est devant moi, que je ne connais pas dans sa durée, commence-t-il sous les rires de la salle, avant de poursuivre. C'est assez motivant de se dire qu'on peut partir demain matin, mais de se dire aussi que ce n'est pas sûr que cela peut durer 2 ans et demi. C'est l'horizon normal. Il a ensuite listé les conditions pour durer, si on est sérieux, si on ne fait pas d'esbrouffe, si on est méthodique. Pour un juriste, pour un avocat, Pierre Landy, l'humour peut servir à simplifier un sujet technique, détendre une audience ou montrer une facette plus humaine dans un environnement souvent perçu comme rigide. Et notre Premier ministre, a priori, apprend très facilement à s'en servir.
L'humour, c'est un art à manier avec finesse, vous l'aurez compris. Donc, dans le doute, abstenez-vous. Rappelez-vous de cette règle. Si l'humour sert votre message, il est bienvenu. S'il détourne ou divise, mieux vaut s'en abstenir. Et sur ce, je vous souhaite à tous, Pauline, Pierre, Audrey et nos chers auditeurs, un joyeux Noël. Merci Lindia, merci, merci, merci. Ensuite, Super, et je j'ai suis... Non, vas-y, Pierre, pardon. Non, non, mais j'allais dire, je suis tellement d'accord. Moi, c'était ma marque de fabrique. Alors, voilà, pour euh, lorsque je suis arrivé chez Ledger, tout le monde sait que je suis un garçon sensible, hein, mais lorsque je suis arrivé chez Ledger, mon premier codir, ok, il y avait beaucoup d'hommes. Et donc, je suis arrivé et j'ai fait. Donc, je suis la caution de diversité de ce codir. C'était ma première phrase. Et tout le monde m'a regardé, mais qu'est-ce que c'est que ce directeur juridique? Le temps que ça monte au cerveau, ma blague, et après ça a détendu tout le monde, et voilà, ça a été ma marque de fabrique. Voilà, ça a été mon entrée dans ce codir. Donc voilà, ça c'est l'humour, il faut pas hésiter. Mais comme tu l'as si bien dit, Audrey, si tu le pratiques bien, voilà, sinon il vaut mieux éviter. Oui. Et ça, il faut jamais se forcer. Et c'est vrai que merci pour ton conseil très concret parce que ça peut, enfin, trop parfois, ça tombe à l'eau. Moi, j'avais juste une anecdote pour rebondir sur ta chronique, Lindia, à laquelle j'ai assisté. En fait, c'était lors d'une conférence que je co-organisais et une des intervenantes était très en retard. J'étais très stressée, elle arrivait toujours pas, elle répondait pas au téléphone, on a commencé à quand même enchaîner. Et en fait, elle est arrivée et en retard, donc, elle intervenait. Et en fait, elle a commencé par une blague. Tout le monde a rigolé. Et après, on a tous oublié, c'est passé à autre chose. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, cette personne-là, c'est super et de pouvoir intervenir à une conférence où parfois les sujets peuvent être un peu barbant, hein, soit donc voilà, ça peut Ouais, arriver ouais, aussi. ouais. Où il peut se passer ce qui est arrivé, elle était en retard. Et hop, en un tour de main, ça a duré 20 secondes. C'était pas du tout subtil parce qu'elle a mis les pieds dans le plat, mais de manière malgré tout très fine. Et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part et j'ai adoré. Et je trouve que ça peut justement désamorcer des situations où en fait, ok, je suis en retard, elle a dit une petite blague, elle est passée à autre chose et on a oublié. Et c'était vraiment super de voir en fait tout l'auditoire rigoler à ça. Vraiment. Ça crée une connexion avec Exactement. l'auditoire. En plus. Ouais, ouais, Ah tout à bah, c'est fait. clair. Alors, on reprend, Pauline, il nous reste plus beaucoup de temps, mais quand même, on a encore des questions, donc on se retourne vers toi. Moi, quand je t'écoutais tout à l'heure, je me dis ce qui serait génial, c'est d'avoir une sorte de checklist avant la diffusion de la publicité pour neutraliser, j'ai envie de te dire, au maximum les risques d'une réclamation à l'encontre d'une publicité qui s'est voulue drôle ou qui est humoristique. Est-ce que si je devais je viens de voir en interne, je suis le directeur marketing, je te dis, Pauline, est-ce que tu peux me faire une checklist? Qu'est-ce que tu dirais? Alors déjà, se familiariser avec les notions de base, ça me paraît essentiel, c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les notions de base, connaître les principes déontologiques, les règles juridiques, avant toute diffusion d'une pub, même si celle-ci a une tonalité humoristique. Vraiment garder à l'esprit que ce n'est pas parce que il y a une intention d'avoir un message drôle ou ironique que tout passera et que la pub sera à l'abri de la critique. Donc, formez vos équipes ou faites intervenir des conseils pour les former sur les grands red flags et sur les points d'attention à avoir avant toute diffusion. En particulier, sur le régime de la publicité comparative, ça me paraît assez essentiel de connaître les grandes lignes et vous trouvez euh, disponible en ligne un certain nombre de fiches et de recommandations qui sont super utiles, et notamment sur le site de la RPP, donc l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, et sur le site de la DGCCRF, que je vous invite donc à consulter parce que ce sont souvent des contenus très pratiques et précieux. Et puis évidemment, en cas de doute, interrogez votre service juridique et interrogez au besoin un conseil avant toute diffusion, d'autant plus si vous prévoyez une campagne massive. Voilà.
Et moi, le conseil que je donnerais aux juristes en interne, quand tu dis maîtriser les notions de base, eh ben, c'est d'organiser pour le marketing et le service pub des petites Des formations formations. en interne avec des exemples très visuels, enfin, ou de simplement leur dire d'écouter cette émission, mais voilà, pour très concrètement les former. Je pense que c'est la clé numéro une. Oui, d'avoir des réflexes et des réflexes, des red flags pour pouvoir ouais, orienter utilement ou en tout cas interroger ou aller chercher l'info là où elle peut être effectivement avant toute diffusion. Ouais, absolument. Et Pauline, comme tu l'as compris, nous, on adore les anecdotes, surtout moi, mais pas que. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de publicité ou même je ne sais pas si même tu peux révéler ça, des clients qui voulaient mettre une publicité et que ça n'a pas marché, voilà, des choses un peu croustillantes du coup que tu aurais rencontrées par le passé, hein. Dans mon activité? Mm. Alors, dans mon activité, alors pas croustillant, mais très récemment, j'ai été interrogée par une marque qui voulait promouvoir un savon un peu innovant, un savon un peu rigolo qui avait des caractéristiques, oui, assez innovantes et qui avait pour projet de faire un spot publicitaire qui empruntait des extraits d'une œuvre audiovisuelle très connue, une œuvre audiovisuelle qui raconte l'histoire du Nord et d'un enfant. Bon. Et il y avait, sous la forme de ce que l'on pourrait considérer comme étant une parodie, il y avait des extraits de cette œuvre audiovisuelle qui étaient mis en parallèle avec une mise en scène très colorée, très ludique de ce savon. Et donc, j'ai été interrogée sur les éventuels risques et on me disait, bon, est-ce que c'est go ou no go? Et dans ce cas concret, et tenant compte vraiment des contours du projet qui était envisagé, la marque a finalement décidé, sur nos conseils, de revoir son projet de spot publicitaire, puisque on avait considéré que la publicité ne pourrait pas, en cas de réclamation, se prévaloir de l'exception légale de parodie. Et en plus croustillant, pour reprendre tes termes, j'ai lu récemment un avis justement du JDP. Alors, je vais vous montrer et vous décrire cette publicité. Alors, Donc, faut que tu baisses un je petit pense que peu, vous Pauline. Ah, super. la voyez à l'écran. Voilà. Rester Donc, puissant. c'est une publicité. C'est une publicité qui était faite pour une boisson énergétique. Et cette publicité montrait un rhinocéros avec un chapeau, des lunettes de soleil et une longue corne, au bout de laquelle vous voyez une petite culotte accrochée. Il y avait écrit «Restez puissant tout l'été». Donc, vous apprécierez cet humour et je vous laisse le soin de juger si c'est lourd, débile, sexiste, machiste ou tout à la fois. Voilà. Évidemment, moi, ça me fait rire. Je suis le seul qui Effectivement. rigole. Je suis Mais le seul qui on rigole. peut trouver ça drôle. Mais tiens, on peut trouver ça drôle en même temps. Chacun apprécie. Chacun apprécie. Voilà, et donc il y avait une plainte qui avait été déposée auprès du GDP et le jury a évidemment relevé le caractère super sexualisé du message publicitaire. Vous avez cette immense corne qui est évidemment clairement phallique et on a considéré que associé à ce message rester puissant tout l'été, c'était à la fois sexiste et machiste et il l'a dit qui a été rendue était que la plainte était fondée et qu'elle était contraire aux recommandations émises par la RPP. Voilà. Et ça, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. C'est génial. Et J'adore. des plus ou moins croustillants, mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez aller lire quelques-uns de ces avis. Je pense que vous ne serez pas déçus. On vous mettra les liens aussi d'ailleurs sur quelques éléments dont tu as fait référence, Pauline, dans le descriptif Ouais. du podcast. Ce qui aurait été intéressant, c'est si la marque en question avait fait des déclinaisons, peut-être sur les différents, tu vois, qu'il y a tu vois, sur un truc plus sur les femmes, sur d'autres, tu vois. Là, c'est vrai que c'est très, très ciblé,
Mais est-ce que ça aurait été la même réponse si ça avait été une déclinaison de publicité? Je ne sais pas, c'est à voir, c'est un débat. En tout cas, c'est super intéressant et on voit le côté subjectif. Bah oui, toi, t'as éclaté de rire. Ah, mais Et moi, en j'ai même temps, éclaté de rire immédiatement. Je trouve Ouais. ça très drôle. Donc voilà, donc et mes trois acolytes n'ont pas trouvé ça drôle. Donc c'est là qu'on voit la subjectivité. Je suis un gros lourd, je crois que c'est clair. Je le prends comme tel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? Je crois qu'on a déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Eh bien, c'est parfait. Et bien donc, du coup, c'est la fin de cette émission. C'est donc l'occasion pour moi de remercier Pauline de s'être prêtée à cet exercice. C'était vraiment génial de t'avoir. Merci beaucoup. Et puis, c'est un sujet vraiment hyper sympa, parfait pour finir. Excusez-moi, j'ai le hockey, évidemment. C'est le live. Cette Oh saison non, 9. tu nous fais Donc, on ne sait pas, le suspense est vraiment à son comble, comme l'a dit tout à l'heure Audrey. On ne sait pas s'il y aura-t-il une saison 10, n'y aura-t-il pas une saison 10, je ne sais pas. Nous avons décidé que nous vous dévoilerons cette réponse à l'occasion de nos vœux de fin d'année que vous retrouverez sur LinkedIn à la fin de l'année et on vous dévoilera la réponse saison 10 ou pas saison 10. Ah, j'en peux à peine tenir. En attendant, je vais à mon tour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien. 2025 est juste là. On va devoir retrouver toute la puissance nécessaire pour affronter cette nouvelle année, sans euh, jeu de mots, Pierre, bien entendu. sans jeu de mots, grâce aux boissons énergisantes qui nous ont été présentées. Et bah, merci à tous. Et puis, bah, je crois que c'est le moment d'envoyer le jingle de fin pour la dernière fois dans cette saison 9. Voilà. Et à Eh bien, très merci bientôt beaucoup. sur toutes les bonnes plateformes. Au Merci à revoir. tous. merci. See the Merci. light won't stay, feel me